Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où Marie essaie de comprendre Twin Peaks pendant que je me moque d'elle. Gentiment, bien sûr. Je comprends tout. Hein. Bonjour, moi c'est Marie et j'ai comme l'impression de m'être un peu fait arnaquer parce que franchement, je pense que comprendre Friends et se souvenir du prénom de tous les personnages était bien plus facile que pour Twin Peaks. C'est vrai. Je t'ai bien eu. Et moi, c'est Anaïs, et comme Audrey Horne, j'aimerais qu'un petit air de jazz m'accompagne à chaque fois que je rentre dans une pièce. Bah dis non, si c'était le cas, je serais plus amie avec toi parce que ce serait extrêmement crispant. Cette semaine, Marie, tu as regardé les épisodes 2, 3 et 4 de la première saison de Twin Peaks, et honnêtement, le programme est très, très chargé, parce qu'en fait, en seulement 3 épisodes, on assiste à une véritable succession de moments cultes qui ont vraiment participé à la légende de Twin Peaks, et j'ai vraiment hâte de débriefer tous ces moments avec toi. Bah déjà, tu vas voir, j'étais assez investie. Mais ils sont tous barjots, hein. C'est quoi comme scène que tu regardes ? Je me souviens plus. Ah si. C'est quand le psy sort le pendentif de Laura. Et j'étais c'est lui qui l'a ramassé dans la forêt. Alors, à la fin de chaque épisode de ce podcast, Marie, tu vas faire des prédictions sur la suite de Twin Peaks. On va écouter ce que tu avais prédit pour les épisodes que l'on vient de voir. Précédemment, dans Amis. Je pense vraiment que Audrey va faire son petit jeu de séductrice junior à Dale Cooper. Je pense qu'il y a une espèce de drama qui se trame avec la sœur de l'ancien propriétaire de la scierie qui est mort et qui espionne donc la très belle propriétaire, la veuve qui donc sort avec le shérif. Donc je pense qu'il va y avoir du drama avec ça. Je pense que l'assistant du shérif va à nouveau pleurer et puis que la scierie va reprendre son travail quand même. Et j'espère qu'ils vont aller plus souvent dans le diner. Et je sais pas, je pense que la meuf avec le cache-œil, elle va pas être commode avec la meuf du diner. J'avais raison ? Tu t'en es plutôt bien sortie. Bah ouais. Bravo. Elle est pas commode. Effectivement. Et ils boivent beaucoup plus de café. C'est vrai. Et Audrey a lancé un peu une offensive drague sur Cooper. Ouais. Marie, pour reprendre la tradition d'Amis, tu nous as préparé un petit résumé. Alors, en une minute, le mot est... c'est là qu'on va découvrir les dynamiques bon élève, mauvais élève de ce podcast. Alors, en une minute, est-ce que tu peux me dire ce qu'il s'est passé dans les 3 épisodes que tu viens de voir ? Audrey a dragué Agent Cooper. Agent Cooper a essayé de résoudre le crime en jetant des cailloux à une bouteille. Il a fait un rêve hyper chelou. Donna est un peu triste, mais pas trop quand même, parce qu'elle est hyper in love, donc elle s'en fout un peu que sa meilleure amie ait été assassinée, il faut le dire quand même. Et puis après, c'est un festival de mecs toxiques. Il y a le psy, il y a Léo, il y a le frère de Horn, là, ou je sais pas quoi. Il y a Horn lui-même, là, Monsieur Horn. Le frère de Horn. Mais surtout, la vraie héroïne de cette histoire, bah, c'est Nadine, quoi. Nadine qui est en train de bâtir un empire de tringles silencieuses. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'intrigue principale de Twin Peaks. Bravo. Bon, le pilote t'avait pas franchement convaincu. Qu'est-ce que t'as pensé de ces 3 nouveaux épisodes ? Bah honnêtement, j'ai été assez séduite. J'avoue que là, je suis bien rentrée dans l'intrigue. Je les ai vus aussi 2 fois. Encore une fois, bonne élève, en fait, c'est moi. Je les ai vus 2 fois et avec plaisir. Et j'avais envie de continuer. Donc, j'étais un peu frustrée par le fait de devoir m'arrêter. C'est bien ça. Ouais, il y a des moments très absurdes et what the fuck, on va en parler avec les rêves et tout ça. Mais en même temps, j'accrochais bien. En fait, j'ai l'impression un peu d'être dans un jeu de Cluedo. Et d'essayer de trouver... du coup, je prends ça très au sérieux parce que, par exemple, dans le rêve, j'analysais tout ce qu'ils voyaient, je mettais pause, j'étais là, c'est qui ça ? Pour voir s'il y a des indices un peu partout. Donc ça, j'aime beaucoup. Trop bien. Après, l'aspect soap opéra, l'histoire de Donna et de machin, là, je m'en tape, mais complètement. De Donna et de James. Mais par contre, l'agent Cooper et Audrey, toutes leurs scènes ensemble, c'est un bonheur, quoi. C'est un délice parce qu'ils sont tous les deux très... comment on dit On y trouve la tension sexuelle qui est très chère à tes yeux. C'est même pas de la tension sexuelle en fait, mais c'est juste que tous les deux s'expriment. Ouais, mais bon, mais j'adore la façon dont ils s'expriment en fait, et la façon dont ils abordent ça, et leur jeu de séduction est hyper assez jouissif. My name's Audrey Horne. Federal Bureau of Investigation, Special Agent Dale Cooper. Can I sit here? Miss Horne, unless I miss my guess, your father is Benjamin Horne, the owner of this fine establishment. So I imagine you can sit anywhere you'd like. I'd also like to add it would be my pleasure. Thank you.
J'ai beaucoup aimé ça. Bon, c'est bien, je suis soulagée. Oui, pour l'instant, ça va. À ce stade, est-ce que tu as des questions? Alors, je sors ma liste. J'en étais sûre, je me suis dit que tu allais en avoir beaucoup. J'ai beaucoup de questions. Alors, déjà, qu'est-ce qui est arrivé à l'œil de Nadine? Est-ce que son œil est en fait en parfait état et apporte juste ça pour la mode? Ou est-ce que peut-être, je me suis dit que son mari était peut-être responsable de son œil et c'est pour ça qu'il reste avec elle par culpabilité? Voilà. Mhm. Qui a eu l'idée d'utiliser des pieds de cochon pour servir de porte-fusil? Il y a un porte-fusil dans la chambre de Cooper, c'est des pieds de cochon. Et ça m'a pas plu. C'est pas très cachard. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre JFK et Marilyn? Grande question. Effectivement. Tu vois, je t'avais dit qu'on allait beaucoup parler de Marilyn Monroe dans Qu'est-ce Twin Peaks. que la bûche a vu? Parce que la bûche a vu des choses, apparemment, moi je veux savoir. Excellente question. Elle avait combien de boulot, Laura Palmer? Parce qu'apparemment, elle en a 50, quoi. Vraiment, à chaque fois, j'étais ah ouais, elle donnait des cours d'anglais, elle aidait le frère d'Audrey, elle travaillait au comptoir de parfum. Ouais, de parfum et tout ça. Elle avait tellement besoin d'argent. Hein. Pourquoi est-ce qu'il mange la baguette comme ça? Alors ça, c'est vraiment ma plus grande question. À un moment, en fait, il y a le père d'Audrey, son frère arrive de Paris, il lui ramène une baguette de brie. Déjà, le pain ressemble à un truc qu'il a acheté dans un supermarché américain. C'est une insulte au pain et à la baguette. Et en plus, si c'était vraiment une baguette de brie, il y a 9 heures d'avion entre Paris et Seattle, plus le temps de trajet pour Twin Peaks, elle serait dans un état, mais pas possible. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, ce serait ça ma principale question. C'est qu'est-ce qui s'est passé après qu'il l'ait mangé, en fait? Parce qu'il a quand même ramené du brie d'un autre continent dans l'avion avec lui, quoi. Et il la mange, en fait, comme un castor rongerait un tronc d'arbre, en fait. Genre sur le côté, au lieu de manger, c'est hyper perturbant. Mais ça m'a fait beaucoup C'est rire. parce qu'ils comprennent pas le principe de la baguette, je crois. Ouais. Et ma dernière question, est-ce que Bobby a été adopté parce qu'il ressemble à aucun de ses parents, quoi. Voilà. Ok. Merci pour toutes ces questions. Est-ce qu'il y a des personnages sur lesquels tu as changé d'avis? Alors, déjà, je dois dire que mon crush sur le shérif, c'est un peu atténué. Parce que déjà, il a des colliers coquillages. Et ça, c'est juste pas possible. Des Pocachelles. ça tue n'importe quel crush, quoi. C'est clair. Et puis le mulet est bien présent quand même dans ces 3 épisodes. Ouais, et puis il a un côté bon bougre, où il est vraiment sympa et il est très game pour tous les délires de Cooper. Donc ça, j'aime beaucoup ça chez lui, parce que vraiment... mais il a un côté un peu basique aussi. Tu sens que ça fuse pas non plus, quoi. Mais il est gentil, il est brave. C'est vraiment ça. Il est brave, mais du coup, je le trouve beaucoup moins attirant, quoi. Et même s'il reste beau, mais voilà. Un autre aussi, c'est Andy, qui était mon principal suspect, parce qu'il pleurait devant tous les cadavres. Et là... Les talents de détective de Paris. Et là, j'avoue qu'il m'a quand même assez émue. Je comprends. It did hurt a bit. Where there's no sense, there's no feeling, Andy. Oh, le pauvre. Il est tellement teubé. Le truc, c'est qu'il se prend un caillou dans la tronche à un moment. Il dit ça va, j'ai pas mal. Et le shérif lui dit bah oui, quand il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de. Il n'y a pas de douleur. Le pauvre, c'est dur quand même. C'est clair, mais bon, c'est vraiment le grand bonnet de la série. Après, j'adore Audrey. Vraiment, je crois que c'est ma préférée. C'est pas original. J'ai compris que c'était la préférée de tous les fans. Mais vraiment, au niveau style et au niveau de tout, c'est ma numéro 1. Et l'agent Cooper, j'avoue que là, ça y est, je comprends. Pas son sex appeal, mais juste son attrait, il est vraiment hyper réjouissant, quoi. Yes, je suis trop contente. Bon, tu voulais parler un petit peu des femmes dans Twin Peaks? Oui, en fait, la raison pour laquelle j'adore Audrey aussi, je pense que c'est parce que c'est le seul, pour l'instant, le seul personnage féminin qui a vraiment une autonomie et qui est active et qui subit pas l'action. Enfin, j'ai l'impression que quand je regarde l'enquête, ceux qui mènent l'enquête, c'est vraiment que des hommes. Il y a Lucy qui est dedans, mais c'est vraiment un rôle secondaire. Et sinon, il y a beaucoup de femmes victimes quand même dans la série. Après, je pense que c'est aussi un commentaire sur la toxicité masculine et la façon dont les femmes peuvent être abusées. Mais c'est un peu frustrant parfois. Et justement, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Audrey. C'est l'héroïne, en fait. Voilà, parce qu'elle a beaucoup plus d'autonomie et qu'elle va aller écouter aux portes, elle prend des initiatives. Et il y a un truc aussi qui me dérange, c'est que ils fantasment tous sur des lycéennes, en fait. Et c'est vraiment plein de vieux, genre le psy, le père d'Audrey, et même Agent Cooper, qui est un adulte. Et quand même, Audrey a 16 ans. Elle est jouée, à mon avis, par une actrice qui était plus âgée parce qu'elle fait femme. Même aussi Laura Palmer, celle qui joue Laura Palmer, fait femme. Elles font toutes femmes, en fait. Donc, c'est... Oui, elles étaient bien dans la vingtaine. Voilà, donc ça heurte pas le regard, mais quand on pense à leur âge dans la série, leur âge supposé, il y a quand même quelque chose d'un petit peu dérangeant. Même dans le rêve de Agent Cooper, quand il embrasse Laura Palmer, tout ça, ça m'a un peu... Et je me suis fait la réflexion qu'il y avait beaucoup de mecs âgés qui étaient intéressés par des femmes beaucoup plus jeunes. Mais d'ailleurs, il y a cette scène quand Audrey arrive dans l'hôtel le matin au petit déjeuner pour draguer Cooper. Il est en train de parler de ce qu'il veut commander pour le petit déj et il dit « Je veux des pamplemousses bien pressés. » And I'll have the grapefruit juice.
Just as long as those grapefruits are freshly squeezed. Et au moment où il est en train de dire ça, il regarde Audrey qui arrive avec voilà, une silhouette assez mise en avant. Et je n'avais même pas remarqué ça. Ouais, c'est un de ces petits moments un peu boomer, quoi, où t'es là, bon, ok, on a compris les gros pamplemousses. Mais bon, il y a toujours eu une tension assez intéressante dans l'œuvre de Lynch, où à la fois sa représentation des femmes et des héroïnes féminines et de la violence sexiste, moi, je la trouve assez exemplaire. Mais en même temps, il aime aussi beaucoup les femmes et ça se sent beaucoup dans son regard dans les séries. Et là, je trouve que c'est Audrey, il y a cette tension-là, parce que c'est quand même une femme fatale. Oui. Mais en même temps, c'est c'est une vrai jeune fille, que quoi. voilà, et qu'on l'aime beaucoup et qu'on la trouve pas non plus trop objectifiée ou trop sexualisée. Non, elle, vraiment, ça fonctionne très bien autour de son personnage. Mais je suis curieuse de voir justement comment les rôles féminins vont évoluer dans la série. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant autour de ça. Et ça pourrait aussi bien partir vers une route qui me plairait pas trop que vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ouais, j'ai hâte de voir où tout ça va mener. Pendant ces 3 épisodes, on découvre aussi de nouveaux personnages parce qu'il n'y avait pas assez de noms que tu devais retenir. Donc voilà, la série s'est dit qu'il fallait t'en donner encore plus. Il y en a certains qui ont suscité des réactions assez fortes chez toi. Alors, il y a le frère du père d'Audrey, qui est absolument un odieux personnage. Oui. Et qui me rappelle un tout petit peu Roman dans Succession, dans le genre petite fouine horrible. Mais du coup, lui, il m'a un peu dégoûtée. Le frère de Benjamin Horne, qui s'appelle Jerry. Est-ce que tu as remarqué du coup que les frères s'appellent Ben and Jerry? Waouh. Et il y a un autre personnage qui était mentionné dans le premier épisode, mais je me souviens pas, je crois pendant la bagarre ou quelque chose comme ça. Oui. Là, en fait, il est un petit peu plus développé. C'est Jacques Renaud qui est... Ou tu veux dire Jacques Renaud? Jacques Renault was tending the bar. Jacques Renaud, not Jacques All right, Renaud. bring the boys. You can have the body all day tomorrow. How much does Jacques pay you to be the mule? Jacques don't pay me nothing. I'm no mule. So that ounce you. I am French. I speak like this. That's right. Ok, Marie Schwarzenegger. Ça va Non, pas mais du tout. l'accent, je sais pas s'ils sont québécois ou français. Enfin bon, Jacques Renaud et son frère, leurs accents sont catastrophiques. On dirait la mère de Megan Draper dans Mad Men qui est jouée par Julie Ormond et qui est juste, c'est une catastrophe son accent français. Et là, ça m'a fait la même impression, quoi. Mais c'est très drôle. Ouais, c'est clair, c'est très très drôle. Il y a un autre personnage que moi personnellement j'aime beaucoup qui arrive dans ces épisodes, c'est Albert, un autre agent du FBI qui, lui, contrairement à Cooper, ne tombe pas du tout sous le charme de la ville de Twin Peaks. Est-ce que tu as eu une réaction particulière à l'arrivée d'Albert? Tout son truc, c'est qu'il est très grinçant et de mauvaise humeur. Et donc, il est en contraste total avec les gens de la ville et avec surtout Cooper, qui est beaucoup plus optimiste et hyper enthousiaste et gentil avec tout le monde. Et lui, il est vraiment odieux, quoi. Mais il a des super répliques, dont une qu'on va écouter. You're the most cold-blooded man I've ever seen. I've never in my life met a man with so little regard for human frailty. Have you no compassion? I've got compassion running out of my nose, pal. I'm the Sultan of Sentiment. Il veut poursuivre l'autopsie de Laura Palmer parce que c'est un médecin légiste et le père de Donna, que je trouve toujours un petit peu suspect, lui demande s'il n'a pas de cœur et lui dit j'ai de la compassion qui dégouline du nez, je suis le sultan du sentiment. Ouais. Il a vraiment le sens de la formule, il est très marrant et puis il le dit avec un espèce de ton assez placide qui est très marrant. Ouais, moi vraiment je le dis ici, j'adore Albert qui est joué par Miguel Ferrer. Vraiment c'est un de mes personnages préférés parce qu'effectivement il a des répliques géniales et je trouve aussi que ce qui est génial dans Twin Peaks, c'est qu'on a tous ces personnages qui acceptent des choses totalement absurdes comme la dame à la bûche, etc. Et que Cooper se fond tout de suite dans cet univers en disant bah ouais grave, j'adore la Log Lady. Et Albert c'est un peu le straight man. Au final c'est pas Cooper, c'est lui, c'est-à-dire que lui il arrive et il dit mais on est où là, enfin, comment vous fonctionnez, et voilà il leur dit retournez à vos rocking chairs et allez tailler des allumettes. Il les prend vraiment tous pour des bouseux, mais c'est vrai que à la fois il est hyper méchant mais c'est vraiment génial et en plus il se prend un pain dans la gueule de la part de Harry, donc il a un peu ce qu'il méritait. Il s'appelle Harry? Oui, Harry Truman. Ah oui, d'accord. Comme le président, Harry S. Truman. C'est bien parce que la dernière fois j'avais dit le bien nommé mais t'avais pas du tout relevé du coup. D'ailleurs, Miguel Ferrer, c'est le cousin de George Clooney. Et oui, incroyable. Et le fils de Rosemary Clooney, voilà.
Un petit fun fact. Voilà. Bon, et dans les nouveaux personnages, il y en a un dernier qui arrive, c'est la cousine de Laura Palmer, Madeleine. Ouais. Tu avais des petites interrogations sur Madeleine. Non, j'avais pas des interrogations. J'ai remarqué, en fait, le premier visionnage, j'ai pas trop calculé. Et le deuxième, j'étais là, mais en fait, elle est jouée par la même actrice que Laura Palmer. J'étais hyper fière de moi d'avoir compris fou, ça. non Non, mais attends, te fous pas de ma gueule, meuf, parce que tu pensais que Russ et Ross dans Friends n'étaient pas joués par le même acteur. Excuse-moi, mais Ross, en fait, il y avait une prothèse. Il lui avait mis des prothèses. Là, ils lui ont juste mis des lunettes et une perruque. Oui, mais elle a une... Je suis désolée, la meuf qui joue Laura Palmer a un visage assez... où il n'y a pas des traits très forts, en fait. Elle a un petit nez, elle a une petite bouche. Et puis, je la connais pas encore beaucoup. Voilà. On notera aussi du coup que la présence de Cheryl Lee qui joue une deuxième fois un autre rôle dans la série en plus de Laura Palmer, c'est encore un petit clin d'œil à l'univers des soaps. D'ailleurs, dans le même épisode, il y a Shelly, il me semble, qui est en train de regarder Invitation to Love, le soap, à l'intérieur du soap. Et il y a une actrice qui fait son grand retour et qui joue en fait un autre rôle. Donc c'est un petit clin d'œil au fait que très souvent, on avait une actrice qui allait jouer la jumelle maléfique ou quelque chose comme ça et qui revenait alors qu'elle avait joué un personnage précédemment qui était mort. Et donc là, c'est exactement ce qui s'est passé avec Cheryl Lee, qui a eu un bon feeling avec David Lynch. En tout cas, David Lynch l'a adoré et du coup, il l'a fait revenir et lui a accordé un rôle plus important aussi. Ah d'accord, moi je pensais que c'était pour l'aspect un peu tragique de la chose, quoi. Bien sûr, c'est ça, c'est très perturbant et aussi pour James et pour d'autres personnages de voir quelqu'un qui ressemble énormément à Laura. Il faut qu'on parle un petit peu de l'enquête quand même. Dans ces nouveaux épisodes, l'enquête avance pour déterminer qui a tué Laura Palmer. Et comme tu as pu le voir, tu étais déjà un peu surprise par les méthodes de Cooper dans le pilote, mais là, on se rend compte que ces méthodes n'ont vraiment rien d'orthodoxe. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu ce qui se passe dans la grosse scène d'avancée de l'enquête que moi, je trouve vraiment délicieuse, qui se passe dans les bois? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une scène d'avancée de l'enquête? Moi, je trouve qu'on avance beaucoup. D'accord. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose avec la lettre J, parce que oui, elle avait mis dans son journal intime qu'elle était craintive à l'idée de retrouver J ce soir-là. Ouais. Et c'est sa dernière entrée dans son journal intime. Donc, il liste un peu tous les J qui étaient dans sa vie. Et ce que fait l'agent Cooper, c'est qu'il va placer une bouteille sur un tronc au milieu de la forêt. Ce que j'adore, c'est que tous les membres de l'équipe du shérif sont hyper game et sont assez enthousiastes à l'idée de le voir travailler de cette manière. Donc, ils sont vraiment gentils. Hein. Mais ils se sont bien trouvés, en fait. C'est-à-dire que tout le monde est un peu barjot, comme tu l'as dit dans cette série, mais au final, Cooper n'est pas vraiment le straight man qu'on pensait qu'il serait. C'est-à-dire que lui aussi est complètement fou. Ah oui, lui, c'est le plus fou de tous, je pense. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un caillou et Lucie lui dit le prénom à chaque fois à voix haute et il lance le caillou sur la bouteille. Et si le caillou touche la bouteille, la fait tomber, il faut le noter. Et si elle la casse, il faut le noter encore plus. Et donc, il y en a un sur lequel ça fait tomber, c'est le psy. Dr. Jacobi. Et il y en a un qui casse la bouteille, c'est Léo. Et Léo Johnson, qui est le mec abusif de Shelly. Voilà. Lui, c'est le plus gros connard de l'histoire des connards, quoi. Voilà, et on n'avait pas précisé, mais Shelly trouve une veste tachée de sang qui appartenait à Léo. Donc, pour moi, c'est pour ça que je disais que l'enquête avance, parce qu'avec sa méthode toute pétée, il arrive quand même à deviner qu'il y a quelque chose de louche avec Léo, puisqu'au même moment, on sait que Léo, il avait une chemise tachée de sang. Donc voilà, peut-être que c'est un red herring, peut-être pas. Une fausse piste. Mais en tout cas, en cassant la bouteille, au moment où il prononce le nom du suspect, Léo Johnson, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de louche avec lui. Et ce qu'il fait avant, quand même, c'est qu'il fait un petit cours sur l'histoire du Tibet pour expliquer qu'il a eu un rêve lié au Tibet et que c'est pour ça qu'il a ces méthodes un peu étranges. By way of explaining what we're about to do, I am first going to tell you a little bit about the country called Tibet. Following a dream I had 3 years ago, I have become deeply moved by the plight of the Tibetan people and filled with a desire to help them. I also awoke from the same dream realizing that I had subconsciously gained knowledge of a deductive technique involving mind-body coordination operating hand in hand with the deepest level of intuition. Il faut aussi préciser que David Lynch est un grand adepte de méditation transcendantale. Il a même fondé une fondation de méditation transcendantale. C'est vraiment quelque chose qui fait partie du personnage de Lynch. Et ça faisait depuis les années 70 qu'il pratiquait la méditation. Et on le sent beaucoup dans le personnage de Cooper, qui a ses influences. Clairement, ça vient pas de nulle part. Le fait qu'il parle du Tibet et de la méditation. Et même lui, dans sa manière de procéder, on sent parfois qu'il a une spiritualité très importante. Et ça, c'est totalement Lynch. Ça, j'aime bien.
Il y a un truc dont je voulais parler avant de passer à autre chose. Il y a un moment où l'agent Cooper pince le nez du shérif parce qu'il vient de lui expliquer un peu le personnage qu'allait être Albert et le préparer au fait qu'Albert allait être très désagréable. Et le shérif le rassure un peu et lui attrape le nez, lui pince le nez et lui dit c'est bien vrai. Et il y a un côté, le shérif est très très content. Et Ils sont trop mignons. Ils sont hyper mignons. Je me suis dit, ils sont vraiment bien trouvés. C'est vraiment très choupi, quoi. C'est clair. Non, mais la bromance Cooper-Harry est assez exceptionnelle. Ouais. Bon, on va pas se mentir. On a déjà eu le lancer de cailloux, mais le moment le plus what the fuck des 3 épisodes que tu viens de voir, c'est un moment cultissime. C'est le rêve de Cooper. Là, on rentre dans la mythologie pure et dure de Twin Peaks avec les images iconiques de la Red Room. Donc, c'est cette pièce avec le sol en chevron et les rideaux rouges. Je pense, si vous connaissez pas Twin Peaks et que vous avez une image en tête, Oui, ça, je l'avais vu. Voilà, c'est cette image-là. Pour résumer rapidement, donc Cooper va se coucher. Il commence à faire un rêve. Déjà, il voit un homme manchot qui lui raconte des trucs, qui lui parle de Firewalk With Me. Avec un acteur qui est de toute évidence pas manchot du tout, parce qu'on peut voir littéralement son bras sous la chemise. Mais ouais. Et ensuite, on voit Cooper qui se retrouve donc dans cette Red Room, dans une pièce rouge très étrange. Il est assis sur un fauteuil, il est vieilli, il a la peau ridée. Et en face de lui, il y a Laura Palmer qui porte une robe noire, très mystérieuse. Et il y a un nain qui commence à lui parler à l'envers et qui ensuite se met à danser. Et Laura Palmer embrasse Cooper. Elle aussi, elle dit des choses un peu mystérieuses. Et ensuite, c'est la cousine du nain. Et c'est la cousine du nain, voilà, c'est ce qu'elle nous dit dans le rêve. Et Cooper se réveille, il a les cheveux complètement en bataille. Et il appelle Harry et il lui dit « Il faut qu'on se retrouve, je sais qui a tué Laura Palmer ». Toute cette séquence est quand même assez folle. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai beaucoup aimé parce que si ça avait été une autre série, ça m'aurait un peu... Enfin, au bout d'un moment, j'aurais été là, ok, je sais pas pourquoi il y a ça, quoi. Mais là, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être dans un Cluedo. Donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas juste un rêve, c'est une succession d'indices. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue et c'est comme ça que je l'ai c'est pris. complètement ça. Ouais. Voilà, autour du meurtre et autour de l'enquête. Et à cause de ça, j'ai trouvé ça assez génial parce que justement, j'avais l'impression que ça m'impliquait directement dans l'enquête. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je pouvais résoudre moi-même en écoutant ce qu'il disait. Ouais. Après, j'ai trouvé ça un peu what the fuck, on va l'entendre. Pourquoi il y a un nain qui tremble ? My arms, man. J'ai l'impression d'être dans un trip sous acide. Voilà, J'adore. pourquoi il y a un nain qui tremble. Le nain qui est donc appelé dans la série The Man from Another Place, donc l'homme d'un autre endroit, et qui est une présence un peu mystérieuse dans Twin Peaks. On aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que tu as déjà une petite interprétation ? Enfin, tu as compris ce qui se joue dans ce rêve ou pas du tout ? Interro surprise. Est-ce que j'ai compris ce qui se joue dans ce rêve ? Non, j'ai pris plein de notes. Ce que j'ai compris, c'est qu'il... Alors... non, mais comme tu l'as dit, c'est une succession d'indices. Oui, non, mais en fait, il y a 2 personnages qu'on a déjà vus, c'est-à-dire que je crois que c'est Bob, celui qui a pas un seul bras, ou c'est Mike ? C'est Mike, ouais. Donc, le faux manchot, là, on l'avait déjà vu à l'hôpital plus tôt, et Bob, celui qui a les cheveux longs, on l'a vu plutôt dans une hallucination de la mère de Laura Palmer. Donc là, on les retrouve ici, donc on comprend forcément s'ils sont aussi dans le rêve de Cooper, c'est qu'ils ont un rôle qu'ils ont joué, et Mike... Du coup, le manchot, dit qu'il voulait plus tuer, mais que Bob voulait continuer à tuer ou quelque chose comme ça. Donc, comme en plus, il y a eu un autre meurtre autour de ça, je me suis demandé si c'était pas une succession. Mais après, je sais pas, parce qu'on les a pas vus dans la ville non plus, donc je sais pas s'ils sont censés représenter d'autres personnes. Si c'est des vraies personnes ou si c'est juste des apparitions dans un rêve. Ouais, ou si peut-être ils incarnent... une entité qui est pas vraiment eux, mais qui incarne quelque chose qui existe vraiment, quoi. Ouais. Et puis après, Laura Palmer, elle parle de ses bras qui sont tirés en arrière, et ça, c'est... on le voit après, c'est... La manière dont elle a été ligotée. Voilà, exactement. Ouais. Et après, il y a un truc sur son chewing-gum qu'il aime qui revient à la mode. Donc, je me suis dit, cool, good for him. Ça, c'est vraiment une des répliques cultes. Bah, après, comme toutes les répliques du rêve, généralement, c'est vrai que c'est des trucs qui ont été repris, analysés. Et That Gum You Like is Gonna Come Back in Style aussi, c'est effectivement une des grosses répliques de Twin Peaks. Tu imitais la façon qu'ils ont de parler à l'envers dans le rêve. En fait, c'est le reverse speech, donc c'est vraiment une méthode qui a été utilisée dans Twin Peaks. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils faisaient enregistrer la réplique aux acteurs, ensuite ils la jouaient à l'envers, et là, ils faisaient répéter aux acteurs la réplique à l'envers qu'ils venaient d'entendre.
Ils enregistraient ça et ensuite il a rejoué une nouvelle fois à l'envers. Et c'est pour ça qu'on a l'impression de comprendre un peu, mais avec ce rythme un petit peu décalé. Parce que c'est à l'envers. D'accord, Tu vois, voilà. I've got good news. That the mule is going to come back in style. Je sais pas si tu as compris, mais la raison pour laquelle donc Mike est manchot, c'est parce que, comme tu dis, il voulait arrêter de tuer, donc il s'est coupé le bras. Ah oui, je crois qu'il le mentionne. Ouais. Il le dit, oui, so I cut my arm Voilà. ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, la Firewalk With Me, donc, qui était en fait le tatouage ou le poème qu'il y Oui, avait qui est sur son sur- bras, voilà, et qui était un peu le signe du mal, quoi. Donc il a coupé son bras pour arrêter de tuer. Et alors ça, je suis toujours pas très claire sur Firewalk With Me parce que la semaine dernière, tu m'as dit ça t'évoque rien. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est censé être un truc de culture générale? Non, Et, pour moi, c'est un truc qui est très associé à Twin Peaks, donc je me demandais si c'était quelque chose que tu d'accord. avais entendu. Parce que je me suis dit, est-ce que j'ai loupé quelque chose dans le premier épisode ou est-ce que c'est quelque chose, un opéra Non. que je devrais connaître? mais du coup, non, ok. Non, c'était juste pour savoir si, parce que c'est quelque chose qui revient, bah là tu l'as vu encore Oui. une fois, donc c'était pour savoir si tu avais déjà entendu parler de ce poème. Et le truc génial, c'est qu'à la fin de ce rêve, Cooper appelle Harry, il lui dit, il faut absolument qu'on se retrouve, je sais qui a tué Laura Palmer. L'épisode se termine comme ça. Oui, j'ai pas compris d'ailleurs. Parce que ça coupe et en plus, il y a pas l'espèce de générique qu'il y a d'habitude. Enfin, ça part pas sur une musique, c'est vraiment genre, il dit ça. Et il dit non, ça peut attendre le lendemain matin. Ça, j'ai bien aimé parce que son sommeil est important. Exactement. Et après, ça passe à l'épisode suivant. Donc j'étais genre, what? Ouais, bah c'est un très bon cliffhanger. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que quand ils arrivent au petit-déj Oui, en et fait. qu'on a cette énorme anticipation, ils racontent tout son rêve en détail. Et à la fin, ils lui disent, OK, donc qui a tué Laura Palmer? Il dit, ah, ça, je m'en souviens pas. Et c'est vraiment, pour moi, encore une fois, un des signes du grand sens de l'humour de David Lynch, qui a bien trollé tout le monde avec son petit rêve. Ouais. Avec ce rêve, même s'il y a eu d'autres trucs un peu chelous avant dans Twin Peaks, c'est quand même l'introduction d'un petit élément surnaturel dans la série. Est-ce que ça, c'est une chose à laquelle tu t'attendais ou pas du tout? Je m'attendais à de l'absurde, peut-être pas à du surnaturel. Et d'ailleurs, à un moment, il mentionne aussi un esprit maléfique dans la forêt ou un truc comme une présence maléfique dans la forêt. Ouais. Je m'y attendais pas à ça. Mais D'accord. moi, j'aime bien parce que j'adore les trucs de sorcières. Donc, j'adore les trucs de magie. Donc ça, moi, c'est ma cam. Vraiment, il n'y a pas de problème, quoi. C'est comme le truc de méditation. Je médite aussi, donc c'est ma cam aussi au final. Donc ça va. Parfait. Vous allez voir que dans quelques mois, Marie va acheter le livre de David Lynch sur la méditation transcendantale et elle va donner de l'argent à la fondation et tout. Ce rêve-là, c'est aussi un des signes distinctifs de l'œuvre de Lynch, même si tu connais pas trop son œuvre, voire pas du tout. Je pense que tu le savais peut-être un petit peu, mais on trouve beaucoup de rêves, ou en tout cas de logique du rêve, et de logique un peu absurde dans beaucoup de ses films. Et là, Twin Peaks le représente parfaitement. Je savais pas. Bah écoute, voilà. Tu le sauras maintenant quand tu découvriras tout le reste de la filmographie de David Lynch. Niveau mythologie, il y a aussi la découverte d'un autre élément assez culte. Tu en as parlé, c'est Bob. Ça, c'est quand même un très gros truc. On avait fini le pilote sur une scène terrifiante où Sarah Palmer, la mère de Laura, crie en voyant quelque chose, on ne sait pas quoi. Toi, tu avais dit que c'était une femme brune. Je sais pas, j'ai vu, il a des cheveux longs, donc ça prête à confusion. En fait, là, donc tu as compris que c'était pas une femme brune, c'était Bob qu'elle a vu dans le miroir. T'avais compris ça ou pas? Oui, oui, merci. Ouais, je sais pas. Je suis pas complètement teubée, mais le truc, mais après, tu sais pas, ça se trouve, c'était une femme. Hein, c'est juste peut-être qu'il y a une femme en plus et il la ramène jamais. Hein, enfin bon, je sais pas. Mais non, il ne s'agit pas d'une femme brune, il s'agit de Bob, que là, on a l'occasion de voir d'un petit peu plus près dans cette séquence de rêve où on voit aussi à un moment Sarah Palmer qui a une nouvelle apparition de Bob de beaucoup plus près où il est caché derrière les barreaux du lit de Laura. Comment t'as réagi à cette scène qui fait un peu peur? Mais on va l'entendre. Laura! Oh, Laura! My baby! Oh, Laura! My baby! Mais what the fuck? Oh, c'est quoi ce truc? Voilà, mais j'aime bien. Grace Zabriskie est une très bonne crieuse, comme on le voit dans Twin Peaks. Ça t'a fait peur, cette scène?
Peur, non. La première réaction que j'ai où je suis là, wow, c'est quand le visage de Laura apparaît sur le visage de Donna et en plus l'effet spécial est un peu... c'est marrant, quoi. C'est les années 90. Voilà, ça me fait pas peur, c'est creepy, donc c'est un petit peu désarçonnant, mais c'est pas effrayant, quoi. Après, j'ai fait un cauchemar la nuit suivante, donc peut-être que c'était pour ça. Ouais, parce qu'en gros, il y a vraiment cette vision. Je pense que ce qui est le plus dérangeant, c'est que Bob fixe la caméra. Donc en fait, on a l'impression qu'il nous regarde directement quand il est en train de se cacher derrière les barreaux et il fait cette grimace un peu terrifiante. Et on entend la mère de Laura Palmer a très très peur. Alors, je voulais t'expliquer un petit peu la jeunesse de Bob, parce que c'est quelque chose qui est assez connu par les fans de Twin Peaks, mais que toi, tu ne sais sans doute pas. En fait, l'acteur qui joue Bob, qui est donc cet homme avec les cheveux longs et gris, c'est Frank Silva. Et en fait, c'était un décorateur du plateau de Twin Peaks. Et il faisait peur quand il se cachait derrière les meubles. En fait, il était en train de décorer la chambre de Laura Palmer pendant le tournage. Et quelqu'un lui a dit « Attention, t'enfermes pas dans la pièce, Frank ». Et là, David Lynch a eu cette image où il s'est dit « Ah, mais s'il était enfermé, coincé derrière les barreaux, ce serait une super image ». Donc, il lui dit « Est-ce que t'es acteur ?» Frank Silva lui dit « Ouais, je suis acteur ». David Lynch lui dit « Ok, mets-toi derrière les barreaux ». Il lui fait tourner cette scène-là sans savoir ce qu'il va en faire, en fait. Mais juste, il a cette vision. Voilà, Lynch travaille beaucoup à l'instinct. Donc, il se dit je mets ça dans la boîte, on verra plus tard. Et au moment où il tourne une des dernières scènes du pilote, qui est donc le moment qui t'a fait peur à la fin du pilote, où on voit Sarah Palmer qui crie et qui se relève de son canapé en hurlant, en voyant on ne sait pas quoi. Il tourne la scène et le chef opérateur dit à Lynch par contre, il faut qu'on la retourne, il y a un problème, il y avait un mec dans le champ et on voit son reflet dans le miroir. Et là, David Lynch comprend que le mec dans le champ, c'est Frank Silva, qui l'avait filmé précédemment derrière les barreaux, et il dit « Mais parfait, c'est un signe du destin, c'est Bob ». Et c'est comme ça que le personnage de Bob a été créé, à la fois grâce à la vision et à l'instinct de Lynch qui lui a dit « Mets-toi derrière les barreaux, on va filmer ça », et grâce à un accident de tournage, en fait. Et grâce au fait que Frank Silva savait pas où se mettre au moment où il devait tourner, quoi. Voilà, c'est ça. Et qu'il a une gueule quand même. Une gueule assez distinctive. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il s'appelle Bob. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un prénom très, très banal, très basique et très américain. Et en plus, il a ce look de veste en jean, enfin un peu du mec américain banal. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant dans la filmographie de Lynch, la perversion de l'Amérique, ou en tout cas le côté un peu maléfique de l'Amérique normale. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Dans ces épisodes, on a aussi une séquence, c'est l'enterrement de Laura Palmer. Moi, j'aime beaucoup cette scène parce que c'est un de ces moments que peut-être toi, tu décrirais comme camp, ou en tout cas qui correspond un peu à ce dont tu parlais dans le pilote, mais où en fait, il y a des émotions très exacerbées et des réactions limite caricaturales, mais que moi, enfin, je sais pas pourquoi, mais ça m'émeut beaucoup en fait quand il y a ce genre de réaction un peu sans aucune limite moi, dans Twin Peaks. C'est parce que c'est à l'opposé de tes réactions. Non, mais je trouve ça très beau parce que j'ai l'impression qu'on crève quelque chose, qu'on crève vraiment un abcès. Et donc là, on a notamment Bobby qui se met à hurler sur tout le monde. Donc Bobby qui était le petit ami de Laura Palmer et qui engueule tous les gens de la ville en leur disant on savait tous qu'elle avait des problèmes et on n'a rien fait. Et donc voilà, moi je trouve que cette scène-là est très belle parce qu'ils sont tous en train de célébrer Laura comme cette espèce de fille parfaite qui avait 50 boulots, etc. Mais on sait aussi qu'elle prenait de la coke, on sait aussi qu'elle a couché avec visiblement beaucoup de personnes, etc. Et donc lui, il dit arrêtez de faire les hypocrites. On sait que Laura, c'était pas une fille parfaite. Et là, il faut s'en rendre compte aussi. Et donc ça, j'aime beaucoup ce moment. Et pour moi, c'est une de mes scènes préférées de Bobby. Et puis après, il y a un autre moment totalement absurde. C'est le moment où Leland, donc le père de Laura... Comme ça, c'est émouvant. Moi, c'est aussi... Les deux, en fait, je les trouve très émouvants. Il se jette sur le cercueil en pleurant. Et du coup, il bloque le mécanisme qui est censé mettre le cercueil sous terre. Et donc, en fait, il arrête pas de remonter, de redescendre. Et il y a même Shelley, après, qui se moque de lui au diner en imitant la scène. Parce qu'il est en train de pleurer et d'en faire vraiment des caisses. Enfin là, l'acteur surjoue, mais volontairement, c'est la direction. Et moi, je trouve que ces scènes-là sont vraiment déchirantes. Moi, dans l'enterrement, ce qui m'a marqué, c'est le prêtre qui dit, il fait que répéter When you die, and you're alive, and God, and when you die. For if we live unto the Lord. And if we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or we die, we are the Lord's. Blessed be the dead who die in the Lord.
Et j'avais l'impression d'être dans la scène de Joey où il fait le discours dans Friends pour Monica et Chandler où il dit « It's about giving and receiving » parce qu'il s'arrête plus de dire les mêmes mots. Donc le prêtre, je l'ai trouvé marrant. Après, Bobby, j'avoue que Bobby, il commence à m'émouvoir un peu plus, même si je le trouve toujours un petit peu suspect sur certains trucs. On en reparlera. Mais le père m'a beaucoup ému dans ces épisodes. Enfin, pas ému, j'étais pas en train de chialer. Hein, mais je l'ai trouvé touchant justement parce qu'il y a une totale absence de pudeur dans son chagrin, qui est justement too much, mais en même temps, on le comprend, c'est parce que c'est sa fille et qu'il y a quelque chose de très brutal et qui là m'a touchée pour le coup et qui dans l'enterrement m'a assez émue, mais surtout quand après il danse au moment de la veillée et qui demande à tout le monde de danser là vraiment, parce qu'en plus il s'humilie un peu et il y a vraiment quelque chose d'assez déchirant. Après j'ai eu une réaction aussi sur il y a une bagarre qui commence entre Bobby et James et j'étais non mais enfin Oh là là, toute cette testostérone, tous ces hommes qui s'engueulent et qui se battent. Eh oui. Effectivement. Ouais, c'est vraiment... Il y a beaucoup de toxicité masculine dans ces épisodes. Ouais, c'est ça. En plus, quand tu vois Léo, ce genre de mec, là, c'est gros mal à barre. Ouais. Laura Palmer. I know who killed Laura Palmer. Comme le MVP et d'autres petits rendez-vous dans ce podcast, on a décidé de faire un rendez-vous suspect. Est-ce que ta liste de suspects à ce jour est toujours la même ? J'en ai mis 4. Le premier, c'est Léo quand même. Ouais. Parce que Léo, c'est une grosse merde qui bat sa femme. Ça, c'est vraiment la scène qui m'a le plus bouleversée de ces 3 épisodes. C'est qu'à un moment, il met un savon dans une chaussette et il se met à battre Shelly. Et j'étais vraiment... Enfin, ça m'a... Cette scène est horrible. Ouais, vraiment. Et lui, vraiment, c'est une sous-merde. En plus, le mec qui le joue, il m'a fait penser à Tommy Wiseau. Tu vois qui c'est ou pas ? Oui. Le mec de The Room. C'est le même niveau de jeu qui est le pire film, en fait, de l'histoire du cinéma. Et le mec qui joue dedans est le pire acteur, peut-être, de l'histoire du cinéma. Et vraiment, Léo, le jeu d'acteur est très, très... Enfin bon, c'est pas ça qui le rend suspect, mais ça arrange pas son cas. Fun fact, cet acteur, en fait, c'est le fils ou le neveu de la directrice de casting. Ah, mon Dieu. Ah bah d'accord, ok. Ouais, voilà. Ceci le explique népotisme. Mais donc, Léo, vraiment suspect numéro 1. Et en plus, parce que, alors, c'est vrai que j'avais oublié de le mentionner la dernière fois, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le premier épisode, on voit Shelly qui arrive avec son amant qui est Bobby chez elle. Et Bobby lui dit « Ton mec n'est pas là ». Et elle lui dit « Non, il m'a appelé de Butte, Montana ». Hier soir, donc il peut pas être là ce matin, sauf qu'il est là. Et en plus, dans ces épisodes, il y a Bobby qui dit à son meilleur ami, avec qui ils sont dans le trafic de drogue, il lui dit « J'ai remis une partie de l'argent à Léo le soir de la mort de Laura. » Alors que dans ces épisodes, Léo dit « J'étais à Butte, Montana », et le Montana, c'est vraiment très loin. Il y a de nombreuses heures de route. Donc, c'est pas crédible. Donc, il y a un problème. Et en plus, il connaissait Laura et elle était impliquée un peu dans le deal de drogue, d'après ce que j'ai compris. Donc, lui, vraiment, très gros suspect. Surtout, le plus incriminant, c'est que la bouteille s'est cassée. La bouteille s'est... Tu as raison. Et la chemise de sang, c'est vrai aussi. Ensuite, mon deuxième suspect, c'est le psy. Ouais. Qui avait une relation pas commode avec Laura. Ça, on comprend. Un peu bizarre. Oui, et puis il est plus âgé et je pense qu'il avait... Et puis il porte des lunettes de 2 couleurs différentes, ce qui est toujours un très mauvais signe. Non, puis il a des cravates avec des meufs hawaïennes dessus, mais il avait, je pense, de quoi être dans une relation d'emprise avec elle. C'est lui qui a récupéré le cœur et elle lui avait laissé un message vocal aussi un peu chelou. Elle lui dit qu'elle aurait aimé le rencontrer plus tôt ou des choses comme ça. J'étais là, quand t'avais 12 ans, ça aurait été encore plus problématique. Mais enfin bon. C'est clair. Donc lui, il est assez haut aussi. Ensuite, le père d'Audrey, qui est quand même extrêmement creepy. Pas seulement pour sa manière de manger les baguettes de brie. Non, il dégouline vraiment de vices et il est vraiment dégueulasse. Et lui, en plus, il chantait à Laura apparemment assez régulièrement. Et puis d'ailleurs, Audrey demande à Donna, est-ce que Laura parlait de mon père ? Donc c'est qu'elle suspecte quelque chose, je pense aussi. Ouais. Et ensuite, le père de Donna, je sais, ça n'est pas évident, parce qu'il est tellement gentil. Il est très gentil, mais il a un toupet déjà. Et, une perruque, tu veux dire. Une perruque, ouais. Et ça, déjà, c'est mauvais signe. Il y a de la malhonnêteté, tu vois. Il n'est pas très franc. Donc, déjà, je ne fais pas trop confiance. Et il est tellement gentil que je me dis, il y a anguille sous roche, quoi. Excellente théorie. Dans un truc de policier. Et puis, en plus, il ne voulait pas que on peut expliquer qu'il ne veuille pas que l'autopsie se poursuive pour des raisons... L'enterrement doit se dérouler pour des raisons d'humanité. Mais il y a aussi, peut-être que... Ça l'arrange bien. Ouais, voilà. Voilà, c'est mes 4 suspects. J'adore.
tu parlais des danses de Leland, parce que c'est vrai qu'il danse à plusieurs reprises dans l'épisode, il y a un autre moment vraiment iconique qu'on voit dans ces épisodes et qui est aussi un moment de danse, c'est Audrey's Dance, la danse d'Audrey. Audrey, on la voit danser à 2 reprises dans un épisode. D'abord à l'hôtel, elle est en train d'écouter de la musique et son père l'interrompt. Et ensuite dans le diner. Et elle a une danse un peu distinctive où elle se balance un petit peu d'un air rêveur. Elle chaloupe, exactement. Sur une musique qui, depuis, est devenue connue sous le titre de Audrey's Dance, puisque ça fait partie de la bande-son. Et c'est vraiment un moment iconique qui a aussi, je pense, cimenté un petit peu le statut de sex symbole de Sherilyn Fenn, puisqu'il y a un côté quand même assez sensuel dans sa manière de danser. Enfin, je sais pas si toi, tu as apprécié ces scènes-là, mais... Bon, pas particulièrement. Honnêtement, enfin, si, je la trouve très charismatique, mais c'est pas les moments qui m'ont le plus séduit avec elle, quoi. Je sais pas, je trouvais ça un peu chelou. En les voyant, tu t'es pas dit... Parce que c'est vraiment des moments qui sont devenus hyper iconiques, mais c'est pas forcément ce que tu t'es dit. Non, j'étais surprise même quand j'ai vu le conducteur que t'as dit que c'était iconique, parce que pour moi, c'était assez anecdotique dans les épisodes. Je trouve Nadine plus iconique. Mais Nadine est iconique aussi. Mais du coup, ouais, pour moi, c'était assez... parce qu'elle danse pas vraiment, elle bouge, en fait. Tu vois, il y a un espèce de truc où elle se balance d'un côté et de l'autre. Je trouvais pas ça remarquable. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est plus sa verve et la façon dont elle répond à son père, par exemple. Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Plutôt que sa danse, que j'ai pas trouvé... Il y a un côté aussi, parce qu'elle a un côté vamp, mais en même temps, elle a 16 ans, quoi. Donc, il y a un côté où c'est un peu... Oui, bon, ok, pourquoi tu danses comme ça, tout seul au milieu de la pièce ? D'ailleurs, je voulais faire un petit point gens qu'on connaît, puisque Audrey est jouée par Sherilyn Fenn, et on n'en a pas parlé dans le pilote, mais est-ce que tu as reconnu Sherilyn Fenn de d'autres Non, c'est rôles ? marrant parce que non. Mais alors que j'ai reconnu, tu vas me dire un truc et ça va être choquant. Oui. Mais parce que par contre, Donna, je l'ai reconnue, elle jouait dans Men in Black. La référence. Donc, t'as pas capté que Sherilyn Fenn, c'est la meuf qui a une jambe de bois dans Friends. C'est vrai ? Ouais. Trop drôle. Non, j'avais pas du tout capté. Il y a aussi une autre personne que tu connais sans doute pas, mais que tu connais par association, c'est Marie-Jo Deschanel, dont tu reconnaîtras le nom de famille. C'est la mère de Zoé Deschanel ? Ouais, et c'est celle qui joue la mère de Donna, qui est en fauteuil roulant. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ah, mais Et- c'est vrai, en plus, ça m'étonne pas, quoi, parce qu'elle a vraiment le même... les yeux, les grands yeux bleus et tout ça. Ouais, voilà, exactement. Elles se ressemblent. Et donc, le père de Zoé Deschanel et Émilie Deschanel, c'est aussi un des réalisateurs de Twin Peaks qui donc était marié avec Wow, Marie-Jo Deschanel. ok. Voilà, c'est une dynastie télévisuelle. Bon, on va passer à la minute théorie du complot. La beauté de Twin Peaks, tu es sans doute en train de le découvrir, c'est que c'est une série remplie de petites touches inexplicables, de petits éléments absurdes que les fans adorent généralement, mais qui ne sont pas vraiment là pour servir une interprétation précise. Donc tu ne peux pas te tromper en interprétant certains de ces moments. Ça, j'aime bien. Voilà. Moi, c'est ça que j'adore dans Twin Peaks, c'est qu'en vrai, on dit je vais rien comprendre, mais il n'y a rien à comprendre. Donc on s'est dit que ça serait marrant si tu essayais de trouver une signification à certains de ces éléments, et le plus culte de ces éléments absurdes dans les 3 épisodes qu'on vient de voir, c'est la scène où Pete dit There was a fish in the percolator. Donc pour traduire, Pete est en train de servir du café à l'agent Cooper et à Harry Truman, le shérif, puisqu'ils sont en train de mener l'enquête. Et il les interrompt alors qu'ils viennent tous les deux de boire une gorgée de café. Et il leur dit « Attendez, surtout ne buvez pas le café. Vous allez jamais le croire, il y avait un poisson dans le percolateur de la machine à café. » À ton avis, que symbolise cette scène ? Ah ben moi, tout de suite, j'ai pensé, ça va faire hyper... J'ai pensé, en fait, tu sais, la réplique d'Hamlet, There is something rotten. Non, mais il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Et en fait, c'était un peu ça. C'est le poisson dans le café. Elle est incroyable. Non, mais n'importe quoi. Mais pour moi, il y a quelque chose de pourri dans... En plus, le café, c'est vraiment ce qu'ils aiment le plus. C'est un goût que tout le monde partage, apparemment. C'est le symbole de bonheur. Voilà, enfin, Cooper a un enthousiasme démesuré par rapport au café. Et là, il y a un poisson, donc le truc qui pue, qui est un peu pourri, quoi, dans le percolateur. Donc, et ça m'a fait penser aussi... Cooper, quand il parle de la communauté de Twin Peaks, quand il en parle à Albert, donc qui est très critique de cet endroit qu'il estime être un repère de plouc, Cooper lui dit non, c'est merveilleux. Tu comprends pas, c'est une super communauté. Ici, les gens tiennent vraiment les uns aux autres. Ils sont vraiment affectés par ce qui s'est passé. On pense que ce genre de vie a disparu, mais elle est toujours là. Et en fait, il y a une naïveté dans cette perception, et on le voit nous parce qu'on voit un peu tout ce qui est justement un peu pourri dans cette communauté, quoi, et tous les mensonges qu'il y a derrière. Et d'ailleurs,
d'ailleurs, à un moment, en fait, il va être introduit dans une société secrète d'hommes locaux qui vont lui dire « Cette communauté, elle est super, mais notre isolement, il vient aussi avec quelque chose de sombre et il y a quelque chose de maléfique qui est tapis un peu dans l'ombre, dans la forêt et tout ça. » Donc oui, littéralement, il y a quelque chose de maléfique dans les bois. Voilà, exactement. Donc, il y a un aspect un peu surnaturel. Pour moi, c'est plus le poisson donc, dans le percolateur. Pour moi, c'est un peu... Il y a quelque chose de pourri dans cette ville, quoi. Magnifique. Tu vois, s'il faut, t'aurais été hyper forte en économie à la fac. Hein. Non, je pense pas. Vraiment, là, je pense pas. En tout cas, tu t'en sors très bien. Et toi, c'est quoi ta théorie? J'ai pas de théorie, en fait. Moi, du coup, je n'ai pas réfléchi. Donc, mais celle que tu proposes me paraît très correcte, effectivement. Ok, merci. Bravo. On passe au MVP. C'est qui ton MVP de la semaine, Marie? Bah, moi, c'est Nadine, la future Bill Gates de Twin Peaks. Franchement, j'ai envie de suivre ses aventures d'entrepreneur, quoi. Je suis trop fan. Et toi, c'est qui? Moi, j'avais noté que c'était les boules de coton de Nadine. Voilà, on se complète bien. Voilà, qui vont jouer un rôle crucial dans le développement de ces rideaux silencieux. Est-ce que tu as une réplique préférée dans cet épisode ou cette série d'épisodes? Et c'est une réplique de Laura, on va l'entendre. God, James is sweet, but he's so dumb. Ce que dit Laura, c'est James est gentil, mais il est tellement chiant. Been there. Elle l'a très bien résumé. Ouais, elle a très bien résumé. Et je pense que toutes les filles qui sont passées par des relations où elles se sont mises avec un mec très gentil mais un peu chiant pourront s'identifier. Ce qui est très drôle, c'est qu'en plus, il est un peu présenté comme un motard. Ouais, non, un peu rebelle, mais il est hyper chiant. Ouais, voilà. Et toi, Anaïs, c'est quoi ta meilleure réplique? Moi, c'est moins marrant, c'est un peu plus classique, mais on n'en a pas parlé. C'est aussi dans l'épisode 2 qu'on a droit à une des répliques les plus cultes de tout Twin Peaks. C'est le moment où Cooper goûte le café de Twin Peaks pour la première fois. Oui, et ça, j'avais oublié de le dire dans l'épisode précédent, mais je le connais, cette réplique. Donc, je l'ai, pendant que j'ai regardé l'épisode, je l'ai dite à voix haute avant qu'il la dise. Donc, wow. Mais en fait, je me suis un peu trompée parce qu'il dit « a damn fine cup of coffee » et j'ai dit « a damn good cup of coffee ». You know, this is, excuse me, A damn good cup of coffee. a damn fine cup of coffee. Pour moi, ce qui fait la réplique, c'est le « excuse me ». Parce que vraiment, pour dire « damn », c'est un peu juré quand même pour lui, qui est vraiment un gentil garçon. Et donc, il dit « excusez-moi, mais c'est vraiment une très, très bonne tasse de café. » Et ça, j'adore. C'est merveilleux. Non, mais et il a un rythme, en fait, de parole que j'adore. Ses répliques sont hyper rythmées et il rebondit vachement sur ses propres mots. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais j'adore la façon dont il est écrit, en fait. Donc, ses répliques à lui sont écrites. Ouais, il est très enthousiaste, très musical aussi. Oui, exactement. Mais il y a beaucoup de répliques comme ça dans Twin Peaks qui sont très musicales. Dans cet épisode, il y a aussi Audrey qui dit « Isn't it too dreamy ?» quand elle écoute la musique. Et ça aussi, je trouve que c'est particulièrement lyrique. Et il y a beaucoup de phrases comme ça que je trouve très, très belles. On passe aux prédictions. Marie, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans le reste de la série et dans les prochains épisodes? Je pense que Josie, elle va pas faire long feu. Parce que... Pourquoi? Parce qu'elle est un peu menacée par Catherine et par Horn. Benjamin Horn. Benjamin Horn. Je l'appelle Horn. Et qu'elle suspecte qu'ils se sont peut-être débarrassés de son mari, son défunt mari. Surtout, le shérif lui a promis qu'il ne lui arriverait rien. Et en règle générale, quand tu promets ça, il arrive forcément quelque chose. Donc, je m'attends à ce qu'il lui arrive quelque chose de pas très bien. Je pense que Cooper va commencer à creuser du côté du psy. Parce qu'en plus, il l'a vu sur la tombe et tout. Je pense que Léo va encore faire des siennes et qu'on va découvrir un peu plus sur le trafic de drogue auquel il y est lié. Moi, je pense que le cercle là des mecs de la ville... les Bookhouse Boys. Voilà, c'est pas très sain, ça. Les sociétés secrètes, c'est jamais très, très sain. Ils m'ont un peu rappelé, d'ailleurs, les Amérindiens dans Twilight, qui sont là pour les coyotes. Les loups-garous qui défendent le territoire. Ouais, pour moi, c'est un peu les francs-maçons de Twin Peaks. Ouais. Sauf qu'ils sont 3. Ouais, qu'ils n'ont pas vraiment d'influence. Ouais, mais... qu'ils ont beaucoup moins de rituels, quoi. Ouais, mais enfin bon, mais du coup... Et ils ont quand même un rituel chelou, ils se saluent en se mettant le pouce sur le front ou un truc vraiment qui sert à rien. Enfin, tu sais, où ils se... Oui. Non, mais sinon, l'enquête continue. Je me demande, en fait, s'il va se passer quelque chose entre Audrey et Cooper ou si ça va juste être un jeu de séduction. Voilà. Très bien. C'est difficile de prédire où ça va aller. Bah c'est bien, ça veut dire que c'est une série imprévisible. Nadine va bâtir un empire, ça par contre, j'en suis certaine. Ok, on le note. Merci
Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira les épisodes 5 et 6 de la saison 1. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Et où vous pouvez entendre la fameuse réplique de Cooper dans le générique. Mais c'est pour ça que je la connais. Oh putain. Ça fait 2 ans que je l'entends en fait. Ok. Ça a mis du temps à monter au cerveau. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de gens qui parlent à l'envers et de poissons dans la machine à café. Je trop hâte. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. On va aussi ramener une autre tradition d'amis, c'est les notes. Marie, est-ce que tu as des notes sur les épisodes que tu viens de voir? Alors, le premier truc dont je suis très très fière, c'est qu'il y a un moment, Horn, donc Benjamin Horn, ils vont dans une auberge. C'est pas une auberge vraiment, c'est un bordel. Oui. One Night Jacks. Voilà. Et en fait, ils commencent à sortir un poème. En fait, c'est un sonnet de Shakespeare à la propriétaire des lieux. Et en fait, ce sonnet est aussi présent dans c'est un de mes films cultes, c'est Clueless. Et on va entendre, j'ai tout de suite reconnu. Rough winds do shake the darling buds of May, and every fair from fair sometimes declines by chance or nature's changing course untrimmed. Ah, c'est dans Clueless. Eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death. Where's the new girl? Rough winds do shake the darling buds of May, but thy eternal summer shall not fade. That, did you write that? That's like a famous quote. From where? Cliff's Notes. Oh. Dans Clueless, elle note un extrait de ce sonnet dans une carte qu'elle offre à une prof en faisant croire que ça vient d'un autre prof. Et sa pote lui dit d'où ça vient. Et elle lui dit « Oh, c'est un truc connu, ça vient de Cliff Notes. » Et Cliff Notes, c'est les notes de cours aux États-Unis. Donc elle sait même pas que c'est Shakespeare. Ah oui. Mais c'est devenu culte, en fait, dans Clueless. Et là, on le retrouve là-dedans. Donc je me suis dit « Waouh !» Bon, la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que un de mes plus gros problèmes avec les séries, c'est les personnages qui portent leurs chaussures sur le lit ou sur les canapés. C'est présent dans Friends, c'est présent dans toutes les séries. Ils mettent leurs chaussures sur les lits. Déjà, les chaussures, ça s'enlève à l'entrée. Et on les met pas sur le lit. Et là, il y a eu ce problème. Et quelqu'un l'a réglé. Et je dois dire que je l'admire beaucoup. Pourquoi il met ses chaussures sur son lit? Mais vraiment, les chaussures sur le lit, c'est le pire truc des séries. Yeah, but we told him you were on your world tour. He should contact your press agent. Get your boots off my bed and go to your room! Elle a bien dit. Elle a bien raison. On met pas les chaussures sur du lit. Voilà, donc Catherine, c'est peut-être une tueuse, mais elle a une hygiène irréprochable. Et pour ça, je l'admire. Après, la raison pour laquelle il le fait, c'est justement pour l'emmerder, parce que c'est pas son lit à lui. Oui, c'est vrai. Et bon, toujours sur Catherine, par contre, elle a beau avoir une hygiène irréprochable, elle se fait lécher les pieds. Et ça, c'est vraiment le moment le plus traumatisant, pire que Bob, hein, de ces 3 épisodes. Oh, non. Oh. Et on n'a pas parlé de la scène d'ouverture de l'épisode 2 où c'est Cooper qui est pendu la tête en bas. Et d'ailleurs, attends, là, ça fait vraiment... Mais on voit son aisselle. Et là, j'étais là... Tu vois? Non, mais c'est ça. Moi, c'est quand on voit ses petites cuisses, là, j'étais là... OK. Cooper, j'accepte. Ouais, non, là, il est pas mal. Mais je suis toujours curieuse de savoir si Diane existe ou pas. Mais je pense pas qu'elle existe, en fait. Parce qu'il lui raconte vraiment des trucs. On verra.